Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans l'émission Le Cercle des journalistes. Aujourd'hui c'est mercredi 11 décembre 2019, l'actualité est dense. Nous allons démarrer par l'écho de nos communes, un appel que lance le maire Benoît Messan Amavi de la commune Lac 2 dans cette émission aux filles et fils de son territoire. Inauguration du siège de la COPEC Niamélik ce matin même à Aniko Yesuvito. Hier, 10 décembre, a été la journée mondiale des droits de l'homme. Quelle est la situation des droits de l'homme au Togo? Nous allons en parler dans cette émission. Profitant de l'occasion, les femmes du GFDD ont formé donc des journalistes qui sont venus des régions maritimes, Plateau et Kara, autour des violences basées sur le genre. Edem Agbede Chede, il est donc le 13e candidat ou la 13e candidature annoncée. Une 14e également est annoncée aussi, le secrétaire général du PSR, le professeur Wolou Komi. Donc tout ceci contre une candidature unique de l'opposition prônée par son excellence, Monseigneur Philippe Fanoko Podro, qui d'ailleurs encourage l'opposition à mobiliser 7 milliards de francs CFA pour assurer l'alternance politique en 2020 et que cette alternance soit pérenne jusqu'à 2050. Présidentielle, c'est fixé au 22 février prochain. Nous irons aux urnes pour élire le président de la République du Togo. Affaire de détournement de 7 milliards par Ayassor Tchambakou de la CENI. Et puis, marche des militants unir à Blita samedi dernier, vous vous rappelez. Nous allons aborder tous ces sujets-là. Nous avons beaucoup de sujets. Grève de 5 jours des enseignants du secteur catholique. Eh bien, de l'enseignement catholique, si vous voulez. Insécurité en Afrique, sommet se tient à ce titre en ce moment même au Soudan, auquel prend part le Premier ministre Komi Klasso Selom. Pendant ce temps, c'est Robert Doucet, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, qui se trouve dans un sommet ACP à Nairobi, au Kenya. Donc, la diplomatie togolaise vibre partout et donc est assez active. Affaire d'insurrection, le général Yark Damerham de la sécurité a rencontré le corps diplomatique avec qui il a échangé sur cette insurrection, mais il annonce également la poursuite des arrestations. 10 personnes ont été encore arrêtées dans les rangs de la révolution Tigre. L'ANC également a profité de l'occasion pour rendre public un communiqué pour condamner les violences militaires perpétrées donc par les corps habillés depuis le 22 novembre que cette histoire est arrivée à Aguenivé dans cette préfecture et dans l'autre préfecture, la préfecture de Tchaoudjo. Et puis Bolesou Delac en sport va jouer Unisport, le leader, l'invaincu du championnat D1. On se demande qui va donc terrasser la formation de l'e-sport. On sait que l'an dernier, la saison dernière, Bolesou battait tous les grands clubs, mais aujourd'hui, Bolesou a enregistré beaucoup de blessés, et ce qui fait que l'entrejeu est vide. Bon, on va analyser tout cela dans cette émission Le Cercle des journalistes. En studio, nous avons les confrères qui sont déjà là. Félix Anoumou de Savie est là. Bonsoir. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Ernest Khodonoussaye, malgré donc ses occupations, il est là. Bonsoir. Bonsoir Tony, bonsoir à tous les confrères autour de la table. Et bonsoir chers auditrices, bonsoir chers auditeurs. Voilà, on va souhaiter également la bienvenue à notre confrère Yves Akesson, toujours présent au rendez-vous. Bonsoir Yves. Bonsoir auditeurs, bonsoir auditrices de la radio-télévision d'État Santé. Justin nous fait l'honneur d'arriver dans cette émission. Sous peu, il va arriver, mais par la même occasion, nous allons avoir notre ami Stan Tchavi en ligne depuis Gléi. Ici. Donc, il est en ligne. Nous allons le recevoir pour essayer de décortiquer tous ces sujets-là. Écho de nos communes. Sachez que la prochaine fois, nous allons descendre dans les rues, dans les communes, dans toutes les communes pour interviewer, pour interroger les citoyens, pour leur demander leurs attentes par rapport à cette communalisation, à cette décentralisation, ce qu'ils attendent de leurs conseillers municipaux. En attendant cela, nous allons écouter juste un extrait d'un appel lancé par le maire Benoît Messan Amavi de la commune Lac 2. C'est en version gain. L'autre jour, c'était en français. Aujourd'hui, c'est en version gain. Mais cet appel spécialement par rapport à l'insécurité au Togo.
et un appel à l'adresse de ses fils et de ses filles, ses administrés en fait, dans son territoire. Yora kimi dungbe ya préfet Bobutole aniho ekpe etukwa kekenkule efio soja mesiame e opun poso de nono benyanti to ajogla suro kolo terrorisme le edutawa o le jibe ya gogo Togo wa o le azon libeng ba gogo Togo commune lac 2 ya ede nudora frontière subo e kemile wa fwando alebene ndebe ya domeroda duko wana myanya kabani wa gbenu le nuobo mado akpene miabe préfet Bobuto do azonike o soda nyi sonwa kudo miabe soja gangon ko na indo nebe do ontia mia globe nyawa enuke do megbana wa miabe commune asi to sugbo ba ma oyoyo ne miabe commune de mebio pata bena mesia mene so edodo kweji be mianto mianyi soja ne miade kwe ne miano cho ne nebe nuko we late do meroda mi lese be elegbana Togo gbo ngba gogo miabe commune alo ba gogo commune de kaka baba va Togo ame mianto miano cho miade kwe le to anti le funu va yo a mi dak gbegbe sojo o le wa be do miabe soja o ko le miabe commune me le fi o kaka o fona o le sécurité le wa be do ne mi kpo amede o va do kopé de me mi kpo ebe amewam le kopé wa me son alo ba zoni zonzon agbe to vo vide kpo a mi jawagba ne mi agogo sojo ne mi agbeno ne kpo be sojo gbo didina yo glo mi gogo mi ave fi Bobuto ko le dumena mi o ne won la didia mi mai commissariat wa mi agogo CVD ba mi agbeno bene nebe noa yo le kpo azonli ya kpo be o la titeru enti gbe fi ale commune me mi do conseil o patapata conseil o le kopo me patapata ke mi onto du ko chami mi le nebe tepe egbe na mi ne mi kpo be nebe maso de dava mi le kpo mi gogo ne ba mi alo mi ayo ne ba mo ne mi agbere no be nu ke yo le kpo ya be mira kpota ne nuku mi keke mi le jialo mer buto mi do alo tini mi be asinka kan enya de la si o jila sodo da duko kelenyi commune lac 2 ke nyembia wa gbelegbo mi agbon be le mi be conseil municipal abenyi comme ya ma pompo le nyi ko nyembe mi la do akpe manya gbon de ne duko commune lac 2 me to pata me le do akpe de no so jimeke doa nyade nya décentralisation va tumi be nyinu yeye mi amekeke mi so azon yeye de wa ko dada be nya va o da ko na mi alegbegbe yo chami be mi ano ne be tepia me mi akplo yo bo a o so kankan roji wana mi o cha mi karo mi ade koji e mi le tono be one karo mi aji sigbele ko poto karo mi aji anene ne mi odo ne mi so ko mi na be nyiko so yiji lekebe do me amle o pepe ne mi no vi ko le duame udo ameko le duto pata be mi onto la tu mi be du mi be commune lac 2 a mi la tui ela so jronyu egbo jronyu ekele wasi aye mi la te so tu commune wa ba me sia mene bava ne mi apopu mi anondu si la sime ne mi awodo aponporo gbere kame ne mi ate trozole PND be toto meke Togo so daranyi mi azonle ne be moji ne mi ate sojra mi abe dukwando alo hihe kone abe dowo ke odo dare ni ODD le na dube nko yi be moji a mi ajagbagba ne mi azonle monwaji npo be mi la de mi abe commune so yin ko sugbo mi le oyoyo ne mi abe commune lac 2 me tori pepe be amesia mene jagbagba ne amekela hwe kudo amekele gbeji o keke le moji o a ba me sa me be susu ne tropo commune agbo ne mi amekeke mi ano du mi apon pole gwere kame ne mi ate jra mi abe commune lac 2 a mi atutu ne ba inkolo akpagan mle oyoyo ne mi abe jidudua mi abe du kono la kudo ebe minister opata be wa be nkune po mi abe la kagbo commune lac 2 a ele vevede na mi be do ku he o sugbo le mianti ku he kele mianti won mi on to gbalo mi mate we be lavo mi karo waji ole we ho yo la gba we chan mi karo waji bonu pero mianti le mia so mi abe commune so yin kolo mer Bobuto Benoît Messan Amavi mi dakbeno enyele do akbena mi. Voilà, donc mercredi dernier, on avait prévu cet entretien en gain. Eh bien, nous l'avons donc développé et on l'a continué juste là où les amis de Atiga Gomé l'ont arrêté. Donc, merci
À vous d'avoir écouté cet extrait. Donc, réaction, Félix? Non, mais moi je crois que on avait tout dit l'autre jour. Oui, on a tout dit. Et c'est pour que ça puisse peut-être atteindre plus de personnes. Et l'idée est bonne. Et surtout, il faudrait que nous puissions, et nous en tant que citoyens togolais, mettre en application les idées pour que le développement, tant entendu, de nos communes soit réalisé. Et Yves Akeson? Donc, comme je l'ai toujours dit, il faudrait leur donner un coup de pouce parce que jeunes mairies, ils n'ont pas assez de fonds, de moyens. Donc, il faudrait toutefois les donner un coup de pouce pour les encourager à aller très loin. Parce que c'est des jeunes chauffeurs à 200 à l'heure. Dans les virages, on ne peut pas les donner. Le volant et les laisser sur la route. Il faudrait toutefois les aider à aller très loin. Voilà, c'est donc le maire de la commune Lac 2. Ça doit donc vibrer les nerfs et les veines de mon ami Justin Anani. Voilà, le maire qui vous appelle, vous fils de cette commune, à venir aider à construire, à développer la commune. Tout d'abord, bonsoir à tous les fidèles de cette émission. Je crois que dans une situation normale, on ne peut qu'inviter les gens à venir apporter leur contribution au développement. Et c'est le contraire qui me surprendrait, malheureusement. Donc, le maire dans son rôle, maintenant, quitte à chacun d'apporter sa contribution pour le développement de la commune. Merci, chacun a réagi 30 secondes. Pour ce qui est de ce que nous connaissons dans nos communes aujourd'hui, et d'abord au début, tout a été politisé. Et ce élan-là, on le constate malheureusement pas en droit. Mais je pense que ce qui concerne la commune Lac 2, dont le siège est à Clacou. Et à Clacou, chez moi, je pense que au-delà des considérations politiques, il va falloir que chacun puisse quand même jouer pleinement sa partition pour le développement de la commune. Mais quoi qu'on dise, je pense que lorsque le sommet est malade, il est difficile également pour la commune de se développer. Merci. Alors, Yves, qu'est-ce que j'ai dit? Saï, Rodonou Saï. Et Ernest, je sais que tu connais très bien la décentralisation. Tu en parlais pendant longtemps dans cette émission, le cercle des journalistes, avant même la tenue des locales ou des municipales. Je sais que tu as sûrement de bonnes choses dans ta gibecière à envoyer aux différents maires qui ont été élus, et principalement celui de Lac 2 pour le développement de sa commune. Non, bon, on en a les compétences, ça ne manque pas. Et ce n'est pas seulement à mon niveau. On peut en trouver également dans cette commune. Mais vous n'êtes pas sans savoir que des 4 communes de la priorité des lacs, c'est celle-là qui a des villages un peu plus enclavés. Hein. Oui. Un peu plus enclavés. Et il a dit même. Oui, un peu plus enclavés. Et ben, voilà. On n'a pas joué toutes les mais bizarrement, il faut dire que c'est une commune aussi qui a beaucoup de cadres, qui regorge de beaucoup de cadres. Quand vous prenez les ressortissants d'Agouegan, de Sivame, de Djeta, de Seko, d'Aklakou, d'Agbanakin, c'est des gens. Voilà. Donc, je dis tout à l'heure, nous avons la star également de la musique togolaise King Messan, qui vient de cette localité, tout ça. Bon, lorsque vous prenez, que ce soit, quand vous prenez même les Mayans, dans le secteur du commerce, tout ça là, c'est une localité qui regorge de beaucoup de cadres. Quand je dis cadres, des gens qui ont un peu le pognon. Donc je crois que, bon, tel que vient de le dire Justin, il va falloir dépolitiser un peu. Parce qu'il a dit qu'en temps ça a été politisé. Ça continue. On croit que... Bon. Mais dans le statut, donc... oui, non, mon frère, ça dit dans le statut. Lorsque nous prenons même la manette dont les gens étaient à ces élections, ensuite déclarés indépendants, alors qu'ils ont une autre couverture, on le sait. C'est ça qui continue. Ils ont un certain nombre de vérités. Donc moi, nous ne pouvons que renchérir dans le sens du maire en exhortant la diaspora des localités de cette commune-là à apporter leur pied à l'édification de la commune Lac 2. Moi, je connais Justin, il fera quelque chose, même si c'est une brouette ou bien des râteaux ou bien des balais que tu envoies à la mairie. Et je crois que le maire sera preneur et puis un CDQ ou un CVD prendra et il va réceptionner. Non, ce que vous avancez là n'est pas exclu. Oui. Mais seulement lorsque vous analysez les contours
Et lorsque... On ne va quand même pas revenir là-dessus. Hein. Non, ça veut dire que je ne vais pas quand même essayer d'ouvrir la boîte de Pandore. On va mais il y a certaines réalités auxquelles on ne peut pas s'obfuser. On va en parler à une autre occasion. Inauguration du siège de la COPEC à Niaménique ce matin à Neroa Yesouvito. Nous avons donc profité de l'occasion pour rencontrer M. Kao Eya Eza. Il est architecte. C'est lui qui a conçu donc l'architecture que vous avez vue, mais c'est une autre entreprise de construction qu'il a réalisée, mais sous sa supervision. On va l'écouter. Dans ce cas, je suis l'architecte du projet, c'est-à-dire que c'est notre cabinet qui a conçu l'ouvrage. Le projet, d'abord, le maître d'ouvrage qui est la FUSEC, donc le client, a procédé à une consultation d'architectes. Donc sur 6 architectes qui ont été recrutés, notre proposition a été retenue. Donc il y a un cahier de charges qui était là, qu'il fallait remplir. Et donc dans le cahier de charges, il est prévu un parking pour les clients d'une capacité de 6 voitures, c'est là où nous sommes actuellement. Il y a un parking intérieur pour le personnel d'une capacité de 5 voitures. Et maintenant, l'immeuble lui-même, il occupe une surface d'environ 230 mètres carrés au rez-de-chaussée, comportant un hall client, et 3 guichets, un bureau, et un coffre-fort et un bureau de comptabilité, plus un accès privé pour le personnel. À l'étage, nous avons une salle de réunion et nous avons le bureau du responsable et 4 autres bureaux pour les collaborateurs. Donc la surface construite totale fait pratiquement 450 mètres carrés de surface construite suivant nos termes techniques et l'ouvrage est estimé environ à 200 millions de nos francs CFA. La durée de vie c'est illimité. La procédure c'est qu'on choisit l'architecte et après on a fait l'appel d'offres pour choisir les constructeurs. L'entreprise qui est l'entreprise Paolo Construction que je salue ici parce qu'elle a fait aussi un travail de qualité sous notre supervision. Donc c'est l'entreprise Paolo Construction qui a exécuté les travaux pendant 9 mois. Et elle a respecté les délais. Sous notre contrôle, nous avons une équipe d'architectes et d'ingénieurs qui avaient suivi les travaux pour que ce soit conforme à notre plan de base. Conditions d'aération, tout a été garanti? Ouais, vous verrez que les fenêtres sont situées au sud parce que sud et nord, nous avons moins de fenêtres sur les façades est et ouest. Pourquoi? Pour réduire l'ensoleillement. Alors que la circulation d'air c'est sud-ouest vers le nord-est. Donc l'essentiel des vitrages c'est sur le nord et le au sud. Les parties est et ouest n'ont pas beaucoup de fenêtres. Voilà, c'était l'architecte qui expliquait un peu cette architecture-là que nous voyons là-bas, qui a complètement changé Yesouvito. Alors, Justin Anani, il faut dire que selon nos informations qui ont été données là-bas sur place, en fait, que nous avons recueillies, la COPEC Niaménique-Dadeho, qui est juste à côté là-bas, aujourd'hui à Yesouvito, est une COPEC qui est née à Titogon. Comme une blague, après... c'était en 1998, mais en 2009, bien, la COPEC a été transférée à Neho, inaugurée. Avec l'expansion aussi rapide de cette COPEC-là, aujourd'hui, on est arrivé à compter même des milliards là-bas, qu'on récolte, qu'on collecte auprès des populations et qui reviennent parfois également demander des crédits. Les choses sont allées très vite et aujourd'hui, on a cet immeuble majestueux là-bas. C'est une très bonne chose. Lorsque vous vivez dans un pays où la gestion, excusez-moi, a été calamiteuse à un moment donné, les institutions de Bretagne ont imposé leur suprématie. Ça fait qu'aujourd'hui, au Togo, je ne sais pas si nous avons encore même une banque nationale. Tout est privatisé. Donc lorsque vous vous retrouvez dans une telle situation, l'issue qui reste pour les populations, c'est au niveau de tout ce qu'on peut appeler tontine. L'erreur mutuelle. Tontine d'abord, dans un premier temps, qui est transformé par après au mutuel. Et qu'on appelle communément les microfinances. Et les microfinances, c'est parce qu'on a eu des problèmes d'ajustement structurel au niveau des gestions des pays et que les institutions de Bretagne, notamment la Banque mondiale, FMI, ont imposé les microfinances aux États qui sont des États défaillants dans le Togo. Donc si à un moment donné, ces microfinances ont eu à engranger des fonds, à arriver là où ils sont aujourd'hui, à construire des bâtisses, moi je pense que ça ne fait que rentrer dans leur politique de mire. Maintenant, reste à savoir si véritablement ce que les bonnes dames cotisent, ce que les bonnes dames empruntent auprès de ces institutions-là, au finish, si les bonnes dames arrivent à s'en sortir. Alors qu'en réalité, lorsqu'on parle de développement dans une nation, c'est les banques, après tout, qui sont les avant-gardes et qui octroient des prêts sur la base des taux qui ne sont pas élevés.
permettant ainsi aux populations de pouvoir quand même évoluer. Mais malheureusement, dans le cas d'espèce, dans notre cas au Togo, les banques nationales n'existent plus. Les microfinances font les affaires, ils en profitent et elles construisent des bâtisses. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut les accompagner et demander également à bonne dame de respecter leur engagement. Merci. Alors, Enes Kodanoussaï, quand on regarde un peu la FUSEC et les autres microfinances au Togo, on comprend que véritablement, il y a de l'alternance dans la gestion des affaires. Vous êtes président du conseil d'administration pour un mandat ou deux et vous ne pouvez plus postuler pour le 3e mandat. C'est interdit. Et là, c'est respecté depuis 50 ans que FUSEC a fêté son existence hier. Non, tu l'as dit, c'est une bonne chose. Et puis, il y a quelque chose qui a été dit par, je ne sais pas si c'est le président du conseil d'administration qui dit que le délai a été respecté dans l'exécution des travaux. Ah, c'était l'architecte. L'architecte, 9 mois. Alors, si dans le privé, ou bien au niveau des particuliers, nous arrivons à respecter le délai, pourquoi nous ne pouvons pas copier cet exemple-là sur le plan étatique en donnant par exemple l'exemple de l'alternance qui se fait à la tête. Aujourd'hui, vous savez, même au niveau des institutions de Bretton Woods, il faut dire que le système financier décentralisé est encouragé partout maintenant. C'est encouragé parce que c'est ça qui permet au niveau de la microéconomie, au niveau de la microéconomie, de voir les bonnes dames ou bien nos frères qui exercent des activités qui ne leur permettent pas. Vous vous rappelez que nos grands-parents avant, c'est au champ ou bien dans le champ, ils cachaient leur argent. Oui. Aujourd'hui, sous le lit, dans les pailles, etc. Et puis quand il y a incendie, c'est fini. Très bien. Donc aujourd'hui, avec ces systèmes financiers décentralisés, ça permet à nos frères, à nos soeurs, à nos mères, à nos papas d'épargner tant soit peu. Mais Justin a dit quelque chose qui est très important. Maintenant, l'autre fois, je vais transporter un peu. L'autre fois, ce lundi, on a dit que la foire Togo 2000 a pris fin et que les organisateurs étaient satisfaits à plus de 80%. La réponse est de savoir, et les exposants ici sont satisfaits. Parce qu'au moins, il y a eu des gens qui sont arrivés, ils ont pris des tickets, tout ça là. Mais il y a plus de visiteurs que d'acheteurs. Alors, je voudrais demander au niveau de ces microfinances, celles-là, les coopérants et les coopérantes, est-ce qu'ils sont satisfaits de ce qu'on a fait? Bien, l'essentiel n'est pas de construire des bâtisses. C'est bien, c'est très bon de construire des bâtisses. Mais ça, c'est dans l'intérêt de la structure même. Maintenant, nous qui sommes là pour la mutualiser, est-ce que cela nous permet d'atteindre nos objectifs? Je crois que c'est de ce côté-là qu'il faut leur merci. Également. Alors, merci de faire court. Alors, Félix Anoumou, près de 200 millions ont permis de construire cet immeuble-là. Très joli également. Oui. Et moi, je dis d'abord que félicitations à la FUSEC. Et vous savez, quand vous voulez déposer de l'argent auprès de quelqu'un, vous voyez d'abord comment est-ce que la personne est habillée, où est-ce que la personne habite. Vous savez, on dit chez nous, celui qui promet, ou bien le Youvo qui dit, va te donner un chapeau, il faut d'abord voir si lui-même, il a quelque chose sur sa tête. On dit, il dit qu'il veut te donner chaussures là. Il faut voir si lui-même, il a un pied. Donc, ce n'est pas pour rien que quand nous allons au niveau des banques, nous voyons que les employés sont bien habillés, ils sont en cravate, ils sont en veste, parce que c'est très important pour la psychologie de celui qui vient déposer de l'argent. Si le gars auprès de qui on veut déposer est complètement en guenille et sale dans un truc bizarre, tu vas dire, ah, mon argent là, c'est pas sûr que je pourrais le retrouver. Et cette bâtisse là, honnêtement, ça fait très joli. Et ça donne de la confiance à ceux qui viennent déposer de l'argent. Et dans ton explication, tu as dit que, mine de rien, sur leur ancien site, la FUSEC braque des milliards. Ben, c'est la confiance que la population a en ces structures. Et je crois que notre État, l'État togolais, nos gouvernants doivent prendre exemple sur ces genres de structures. Si nous avons au Togo et un PNB, un PIB qui est complètement endetté, ou bien qui disons... produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, voilà, qui est à 80% et constitué de dettes. Ça veut dire que sur 1000 francs, 800 francs,
et ce sont des dettes. Comment est-ce qu'avec 200 francs, vous pourrez gérer un pays? Hein? Bien. Mais ces structures-là commencent, bien, gèrent et se font des bénéfices. Ça veut dire que les gestionnaires sont sérieux. Et si eux, et au niveau basique, sont sérieux et arrivent à engranger ces sommes-là, alors ceux qui sont à la tête peuvent aussi le faire et rendre le Togo plus beau. Regardez en 10 ans, ou ça fait 10 ans, oui, 10 ans, à 10 ans, 2019. Voilà, en 10 ans, ce que la FUSEC a réalisé à Essuito. Moi, je crois que, moi je suis né à Néro, j'ai vécu à Néro, j'ai grandi à Néro, et je crois que c'est le meilleur établissement privé qui est installé dans notre ville. Je n'en vois pas, je n'en vois plus. Donc, c'est une fierté. Moi, je les encourage. J'encourage aussi les autres à faire la même chose, à avancer et à ce que même la population aille vers cette structure pour qu'on ait plus, peut-être 2 ou 3. Actuellement, c'est seulement à Néro. Mais pourquoi ne pas construire la même chose à Anfoin? Ils ont des perspectives, ils ont des agences déjà, vous le savez, à Agbavi, à Anfoin. Et puis... Non, je ne dis pas agence, construire un truc beau comme ça. Voilà. Oui, ça dépendra, je crois, de la rentabilité aussi. C'est une agence, c'est pas le siège. C'est une agence. Oui, c'est ça. L'agence d'Anéro gère maintenant Agbavi. Agbavi... Anfoin, il y a une 3e localité là. Maintenant, ils envisagent aller dans les perspectives, aller à Zola et à Klakou pour ouvrir des agences selon leur discours, les populations en demandent. Yves Akeson, avant de donner la parole, je voudrais renchérir par rapport à ce que disait mon grand frère Félix pour dire qu'aujourd'hui, FUSEC, c'est l'une des décisions de système financier décentralisé les plus viables. Aujourd'hui, leur directeur, 40 ans. Monsieur Kokoumé, 50 ans. Ils sont en train de fêter 50 ans. Et c'est à Kouniou, dans la Kébou que la FUSEC a été créée. Est-ce que vous voyez donc ils ont aujourd'hui 113 bureaux pour 37 agences sur toute l'étendue nationale. Et ils ont même dit que c'est la plus ancienne microfinance de toute l'Afrique de l'Ouest. La plus ancienne. Et surtout, s'il te plaît, ils ont commencé par la structure de tontine que nous avions dans nos milieux. C'est-à-dire, on ramasse, on prend de l'argent, on dépose chez quelqu'un et la personne, après, à tour de rôle, vous donne à ceux qui sont des déposants et consorts. Je crois que c'est comme ça que ça a commencé. Et nous avons, une culture d'épargne qui était dans notre idée depuis des générations. Je crois que ça a aussi facilité le travail de FUSEC. Parce que les gens avaient cette habitude-là, depuis, d'épargner et de venir en prendre un peu pour faire quelque chose et qu'on sort. Et je les souhaite bon vent. Allez, FUSEC, Yves Akeson veut même numériser leur tontine. Ils disent qu'ils veulent créer une machine. Lorsque vous êtes à la maison, chez vous, vous cotisez, le monsieur ne viendra plus avec un gros papier. Il viendra avec peut-être une carte, peut-être un laptop, un appareil. Vous cotisez, vous voyez, on vous a mis votre 200 francs journalier et puis de là-bas, on appuie sur un bouton. Donc à la centrale sur leur serveur, ils voient que monsieur Y a Degbenou ou monsieur et madame H a Messankondi a envoyé donc 100 tontines. Mieux, ils veulent même créer une carte numérique, une carte bancaire. Quand vous êtes donc en problème la nuit, peut-être dimanche nuit, vous n'avez pas le personnel de FUSEC, vous avez un malade à l'hôpital, vous-même vous allez au guichet automatique, vous prenez votre argent. Comme ce qui se fait au niveau des banques classiques. Voilà. Donc ils ont même créé une assurance hier. En fait, ils disaient qu'ils avaient l'assurance il y a longtemps. Ils ont redynamisé leur propre société d'assurance. Donc voilà autant donc d'innovation à la FUSEC. Moi, tout d'abord, je remercie les initiateurs depuis la base jusqu'à ce que nous avons comme résultat aujourd'hui. C'est pour nous dire, nous Togolais, que nous sommes capables de faire quelque chose et nous sommes capables de redresser notre économie sans l'apport de qui que ce soit.
Donc, je vois avec fierté l'immeuble chaque jour que je passe par là. Et je me dis, ce n'est pas l'État togolais qui l'a fait. Nous avons nos préfectures, nos mairies qui sont là depuis la colonisation, qui n'ont jamais changé de structure, on ne fait que badigeonner à tout bout de champ. Mais je vous assure que les Togolais sont des personnes bénies, ils sont très intelligents. Lorsqu'on leur donne la confiance et les capacités, ils peuvent aller très loin. C'est des bonnes femmes, je crois, la plus grande partie. Oui. Et aujourd'hui, c'est des Togolais qui gèrent. Et la nationalité, s'il faut le dire, de FUSEC, c'est au Togo, c'est à Kounou, c'est dans un petit hameau le plus reculé de notre pays que ça a été créé. Je crois que Kounou est béni, je crois que le Togo est béni. Je crois que nous devons croire tout d'abord à notre intelligence. Parce que lorsque on a toujours l'habitude d'aller prendre des personnes d'ailleurs pour nous dicter des lois qui ne sont pas nos réalités, on ne fera qu'échouer, alors que nous avons des capacités locales ici qui peuvent faire évoluer. Et j'apprends tout à l'heure que c'est parmi les microfinances les plus anciennes de l'Afrique de l'Ouest, ou bien je crois. Oui, c'était ça. Je crois que c'est le comble. On devait tout faire pour appuyer cela. Parce que nous avons des microfinances émanant des personnalités du Togo, IDH, Microfond, La Solution, et tout cela a été des systèmes d'anarques dans ce pays. Des feux de paille. D'anarques dans ce pays. Et puis après, nous avons des résultats. Je crois que maintenant, nous devons dire bon vent à FUSEC Nyameneko du Togo et qui a construit ce que en 50 ans l'État togolais n'a plus construit au Togo, surtout à Aného ici. Allez, merci. Alors, Nyameneko, c'est Aného. La FUSEC Nyameneko d'Aného. C'est Aného, ok. C'est la COPEC, Nyameneko d'Aného. Peut-être d'arriver quelque part, c'est le COPEC Solidarité. Voilà. Ailleurs, c'est le COPEC. Maintenant, toutes ces COPEC sont constituées en fêtière qui est la FUSEC. Voilà, qui est la FUSEC. D'accord. Et puis, il faut dire que de toutes les institutions de microfinance, c'est FUSEC seule, aujourd'hui, qui a une structure de domiciliation de salaire de pension pour les fonctionnaires retraités. Non, en français plus simple. Hein, dites-nous en français plus simple. Alors, si tu es fonctionnaire togolais, voilà, ou bien tu es retraité, tu peux demander qu'on vire ton salaire ou bien ta pension à FUSEC pour que tu ailles prendre. Comme on le fait pour Orabank, EcoBank, et tu peux prendre ton salaire là-bas. Voilà. À condition que tu aies ton compte bancaire au niveau de la structure FUSEC. Ce ne sont pas des têtes qui manquent. Vous ne me direz pas non. Ah, pas du tout. Maintenant, je vous recommande d'aller faire la demande, d'approcher les premiers responsables, de venir maintenant s'expliquer par rapport à ce qui se fait autour de leur FUSEC au niveau de la radio ici. Oui. Et en passant, ils vont passer au niveau de la comptabilité. De la comptabilité. On en a parlé, merci. Merci infiniment. Alors, je voudrais donc, si tu le permets, Félix Anous de Savie, que tu te revêtisses de ton manteau de défenseur des droits de l'homme. Hier, c'était la journée internationale des droits de l'homme, la situation au Togo. Vous êtes membre du Bureau national de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Oui, et d'abord, je dis bonne fête à tous les activistes des droits de l'homme. Et nous avons au moins ici Ernest Saï, qui est aussi activiste des droits de l'homme. Et le 10 juin, c'est, disons, la déclaration universelle, la DUDH, qui a été faite au Palais de Chaillot en 1948 à Paris, et où on a su mettre sur pied les 30 articles qui constituent cette déclaration. C'est vrai, mais j'aimerais aussi nous dire ceci. Très souvent, nous pensons que c'est l'Europe, l'Occident qui a apporté le droit de l'homme. Non. Tous ceux qui sont branchés peuvent aller sur le net et chercher la charte du Mandé. La charte du Mandé, c'est depuis Sundiata Keita. Et Sundiata Keita, c'est 1190-1250. Hein? Donc ça fait à peu près... Qui dit Sundiata Keita parle de l'empire du Mali. Hein? Donc au XIIIe siècle, déjà, l'Afrique avait une charte des droits de l'homme. Ou comment on doit protéger l'homme
est déjà inscrit. Comment est-ce qu'il parle du chasseur? Comment est-ce que le chasseur doit, disons, vénérer la vie, doit protéger la vie, doit protéger l'humain, même les animaux, la femme, tout. Comment est-ce qu'on doit protéger? C'est déjà écrit. Et ça depuis le XIIIe siècle. Mais nous ne parlons souvent que du XXe siècle, c'est-à-dire avec la DUDH. C'est triste de voir que notre pays, le Togo, est dans cette condition où les droits humains sont violemment, violés presque tous les jours. Quand on parle des droits humains, il y a beaucoup de droits à la fois. Il y a les droits économiques, sociaux et culturels, les DESC, il y a les droits politiques. Les droits civils et politiques. Civils et politiques. Et puis il y a les droits, disons, particuliers ou spécifiques, par exemple des handicapés, hein, et les droits des minorités. Les couches vulnérables. Les couches vulnérables. Il y a tout ça. Les droits des enfants. Les droits des enfants. Et dire que nous respectons au Togo, je dis, on s'approche, on essaie de faire quelque chose. D'accord, donc la situation des droits de l'homme au Togo, pour vous, ce n'est pas rose. Ce n'est pas rose. Même si on prend seulement sur le plan financier, hein, financier seulement, oui. Est-ce que les Togolais sont payés comme ça devrait être? Non. Si leur droit à la manifestation, comment est-ce que les gens sont dans des maisons, font des réunions politiques, pour des partis politiques déclarés, vous allez vers eux, vous les tabassez et on ne trouve même pas ceux qui ont tabassé. Mais tout cela montre que ça ne va pas. Les gens circulent librement et on demande, et on les prend, on les tabasse. Les réunions politiques dans la charte des partis politiques ou bien dans la gestion d'une cité, les gens peuvent se réunir dans une maison privée pour tenir des réunions politiques, ou bien on doit aller dans des lieux publics comme mairie, salle de réunion, etc. Parce que si l'interprétation que fait peut-être le gouvernement, c'est que vous vous réunissez dans votre maison, ça veut dire que vous êtes en train de préparer une insurrection peut-être. Non. Vous savez pourquoi Tony, s'il vous plaît. Je suis un peu souffrant, ne faites pas pour... Et vous savez, donc ça veut dire que si nous devons nous réunir au sein de notre comité politique, ou bien d'un bureau, il faut qu'on aille à la mairie. Au siège du parti. Non, au siège du parti, d'accord. Mais je peux convoquer, inviter mes amis à une réunion chez moi, pour préparer la réunion du bureau au sein du parti. Oui, là, on dépense jusqu'à 200 personnes dans certaines maisons. Tout à l'heure, nous allons aborder le problème là, quand on sera sur votre... Et là, nous sommes en train de parler justement des droits de l'homme au Togo. Il a chuté. On va gagner en temps. Moi, cette déclaration universelle des droits de l'homme, même du 10 décembre 1948, au début, je l'ai beaucoup apprécié, mais avec le temps, j'ai compris finalement que c'est une manière pour le colon encore de nous retarder. C'est ce que moi j'ai compris finalement. Non, en fait, ce n'est pas seulement appliqué en Afrique, c'est dans le monde entier. Oui, avec tout ce que nous voyons, avec cette France-là aujourd'hui, je me dis que si la France a pu élaborer, puisque ça vient de la France, cette déclaration-là... Non, ce n'est pas de la France, c'est de l'ONU. Non, écoutez, c'est la France qui est l'instigateur. C'est la France qui est l'instigatrice. Et on a même dit, souvent, on a qualifié la France de pays des droits de l'homme. C'est la France qui en est l'instigateur. Je m'explique juste pour compléter, parce que... Une minute, s'il te plaît. Et la déclaration des droits de l'homme de 48 s'est inspirée d'autres déclarations. Et ce qui est français, c'est plutôt la déclaration du citoyen qui est issue de la Révolution française. C'est ce que nous disons. Voilà. Là, c'est 89. Oui. 1800. Donc d'abord 1789. Et après, il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu aussi la charte de l'Atlantique en 1941, où les États en guerre ont élaboré certains points, et ce n'est pas seulement la France. Il y a les États-Unis, il y a l'URSS, il y a la Grande-Bretagne, et il n'y avait même pas la France pour la charte de l'Atlantique. Donc ce n'est qu'après la guerre que l'ONU, au niveau de la France, s'est réunie au nom de l'ONU pour pouvoir élaborer cette structure. Oui, je crois qu'on dit la même chose, que même au niveau de l'ONU, c'est la France qui a initié cette déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est de ça que les autres pays qui étaient réunis au niveau du, comment appelle-t-on,
de conseil de sécurité sont inspirés pour que ça soit fait. Alors, moi je dis, par rapport à la question de Tony, le respect des droits de l'homme au Togo. Tony, ici, les droits de l'homme étaient respectés au Togo. Chaque fois, il y a ce que nous appelons le PU. L'autre fois, nous avons eu la Commission des droits de l'homme des Nations Unies qui a réagi par rapport à la manière dont les droits de l'homme sont tellement respectés au Togo. Nous avons les rapports périodiques de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Nous avons les rapports de l'Amnesty International, tout ça là. Mais c'est ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les droits de l'homme sont respectés au Togo, selon que vous soyez noir ou blanc. Mais que c'est comme ça. Selon que vous soyez noir ou blanc, on va vous respecter votre droit. C'est comme ça. Alors, cher confrère Justin Anani, on fait l'état des lieux. Les droits de l'homme sont respectés au Togo? Oui, non, ou à moitié? Quel est le taux, le pourcentage, l'estimation? Ça dit que sur toutes les lignes, on trouvera toujours à dire les droits de l'homme sont bafoués au Togo. Liberté d'expression, non, on est en train de faire un débat. Non, ça dit qu'il y a des volets qu'on ne peut pas toucher dans nos débats ici. Quand on touche ces volets-là, automatiquement, avant de sortir d'ici, vous allez voir la présence des hommes en uniforme. Ça, c'est une manière de dire qu'on a la liberté d'expression. En réalité, lorsqu'on veut parler des droits de l'homme, il y a plusieurs pays aujourd'hui qui ne respectent pas les conditions. Moi, je dis, est-ce que les Togolais arrivent à manger suffisamment à leur faim aujourd'hui? C'est leurs droits qui est violé là. Si la personne n'arrive pas à manger, la personne n'arrive pas à se vertir, la personne n'a pas le droit à l'éducation, à la santé. Oui. Donc là, il y a un problème. Quand vous prenez le budget du Togo, au-delà des considérations, qu'est-ce qu'il a dit? Au moins le minimum 15% du budget national doit être affecté au niveau de la santé. Au Togo, on n'a jamais dépassé 7%. Mais en Côte d'Ivoire, l'éducation, c'est 25%. Les faits sont réels. Mais l'autre aspect, moi, qui m'est fondamental, c'est le fait de bloquer le citoyen de choisir librement le dirigeant. On passe par tous les moyens. On organise des marchés pour dire voilà que ce sont les citoyens qui sont prononcés pour choisir le dirigeant. Et le cas du Togo est pathétique. Donc sur ces éléments-là, moi je dis qu'on ne peut pas parler de droits de l'homme parce qu'on peut prendre 2 heures de temps pour une émission, on ne va pas s'en sortir. Puisque les dirigeants qui sont à la tête du pays ne sont pas des démocrates pour faire en sorte que les droits de l'homme soient respectés. Les Togolais vont et viennent, c'est un droit. Les Togolais peuvent aller, ont le droit au loisir. Il y a Kimesan qui chante aujourd'hui, demain c'est l'autre, et les gens y vont. Les Togolais sont payés à la fête du mois. Je ne pense pas que le gouvernement ne paye pas le salaire des fonctionnaires, même si c'est bon. Maintenant on va revoir à la hausse peut-être ce salaire-là. Mais si on te demandait d'estimer un taux sur 100, le respect des droits de l'homme, une moyenne, la moyenne quoi, un taux, oui. Est-ce que c'est 80% que c'est respecté ou c'est 80%? Si je te parle de 10%, peut-être que j'ai monté trop là-bas. Si je te parle de 10%. Puisque avant tout, n'oubliez pas que le journaliste, après, c'est un défenseur des droits de l'homme. Tout à fait, tous les journalistes en réalité. Ceux qui sont journalistes peut-être et qui défendent les assassinats, etc., ils sont différents. Hein. Est-ce qu'on peut les qualifier de journalistes? Ça, je ne sais pas. Caisse d'enregistrement ou je ne sais pas, de résonance ou je ne sais pas quoi. Oui, parce qu'il y en a qui défendent l'indéfendable aussi. C'est à cause de leur ventre. Ça, c'est autant d'éléments qui amènent à la réflexion quand on veut parler des droits de l'homme. C'est pourquoi je ne voudrais pas qu'on perde le temps là-dessus. D'accord. Je dis que lorsqu'on veut parler des droits de l'homme, ce qui se fait aujourd'hui, vous ramassez les gens. Donc pour vous, les droits de l'homme ne sont respectés qu'à 10% au Togo. Attends, d'un milieu à un autre, vous leur demandez de marcher, c'est parce qu'on veut que la candidature de quelqu'un, après on distribue de l'argent, il y a problème. Il y a problème. Moi je ne comprends pas. 21e siècle, les pratiques anciennes sont encore d'actualité. Vous parlez de droits de l'homme au Togo? Je fais allusion à ce qui s'est passé à Blita. Les gens ont le droit de marcher pour qui ils veulent. Non, ça dit que la manipulation aussi, c'est la violation des droits de l'homme. D'accord. Donc il y a autant d'éléments sur lesquels on ne va pas s'en sortir aujourd'hui. Merci. Et Yves Akesson, les droits de l'homme sont respectés au Togo. On organise des élections. Les citoyens eux-mêmes vont choisir leur candidat. Avant, je me rappelle dans les années 80, c'était Feu Nyasingo Yadémon, le général, qui nommait par préfecture des députés. Si ta tête ne plaît pas à Yadémon, on ne te nomme pas député. Aujourd'hui, on peut choisir. On votait quand même, hein? On nomme pas, on vote quand même. Hein? Vous saviez. Non, avant, on nommait, non? On nommait, on disait Monsieur X. Et il n'y avait pas d'assemblée. On nommait. Oui, non, sans assemblée, c'est autre chose. Mais entre-temps, on votait, mais il n'y avait pas comme un vote
multiple. On votait comme ça, on avait voté en décembre 2018. C'est-à-dire qu'on vote, mais c'est des gens qui sont nommés. C'est comme le cas de décembre 2018. Il va que ça. Nous parlons du respect des droits de l'homme au Togo. À votre avis, est-ce que les droits de l'homme sont respectés au Togo ou bien sont violés? Non, les droits de l'homme ne sont pas respectés au Togo depuis la nuit des temps. Notre premier président a été assassiné. Donc, jusqu'alors, on n'a pas les droits de l'homme sur le terrain. C'est sur papier. Et vous n'êtes pas sans savoir, les gens, des Togolais, des syndicalistes, luttent pour leurs conditions de vie décentes. C'est des petits écoliers qui ont été assassinés par des Togolais. Donc, il y a des assassinats par légion. Taviu Amorin a été assassiné. Les enquêtes n'ont jamais été abouties. Il y a beaucoup de détournements de fonds dans notre pays et personne n'a été inquiété. On connaît la maison et les auteurs. Mais s'il y a l'impunité et autres, je crois que les droits de l'homme ne sont pas respectés au Togo et ne seront pas respectés tant qu'il n'y a pas de la sincérité dans la gestion du pays. Ben, les droits de l'homme sont violés partout quand on parle de corruption. Donc vous saviez, lorsque nous gérons, quand on prend l'ancien président pays. Sarkozy qui est allé prendre l'argent auprès de Kadhafi. Je ne veux pas parler de ces Occidentaux. Je ne veux pas parler de ces Occidentaux. Ceux-là qui nous parlent des droits de l'homme, ce sont eux qui fabriquent des firmes d'armement. Et ce sont ceux qui renflouent la caisse ou bien les garnisons d'armement dans nos pays. Mais si vous parlez des droits de l'homme et que vous ramassez des armes sur notre budget, les institutions de Bretton Woods ont obligé les Africains à acheter jusqu'à 60% d'armement pour leur pays, au détriment de développement agricole et autres là. Mais aujourd'hui, nous constatons que chaque fois qu'on parle des droits de l'homme, c'est ceux-là qui ont des firmes d'armement et qui font, n'est-ce pas, la cour aux dictateurs pour venir vendre des armes qui nous parlent des droits de l'homme. Alors que devant eux, ils savent qu'on assassine des personnes dans tel ou tel pays. Ils se disent des colonisateurs, des protecteurs. Mais devant nous aussi, c'est ceux-là qu'ils utilisent pour nous martyriser et c'est des auxiliaires de ces colonisateurs qui sont toujours sur les institutions étatiques de toute l'Afrique francophone. Avant de donner la parole à NSA Khodonou et puis Félix Savi sur le taux, notre confrère Justin dit 10% de respect des droits de l'homme au Togo. Et toi? Je crois que c'est 0%. Il va que ça. NSAI? Le taux? Évaluer oui, le degré de respect des droits de l'homme au Togo. Bon, si il faut... Donc pour NSAI, pour Justin, si c'est 10% de respect des droits de l'homme, ça fait 80% de violation des droits de l'homme. Oui, ça dit, non, 90% de violation. S'il faut me joindre à mon grand frère Félix en définissant ce que c'est que les droits de l'homme, et que les droits de l'homme regroupent les droits civils, politiques, économiques, socio-culturels, je peux dire que nous sommes à environ 3% de respect des droits de l'homme au Togo. Donc 97% de violation. Oui, de violation des droits de l'homme. Parce que tout d'abord, tout à l'heure, tu parlais de... Est-ce que les salaires ne sont pas payés? Ça, on n'appelle pas ça salaire. C'est-à-dire que lorsque vous-même, vous n'arrivez pas à respecter le SMIC, l'autorité même qui instaure le SMIC n'arrive pas à le respecter. Tu parles de salaire. Dans les droits de l'homme, il faut un salaire décent. Heureusement que tu n'as pas parlé de salaire décent. Tu dis on paie les salaires. Tu n'as pas dit qu'on paie des salaires décents. Donc déjà, il y a une violation des droits de l'homme là-bas. Alors, oui, moi je serais autour de 15% à peu près. Et donc 15% de violation des droits de l'homme. Oui. Et 15% de respect des droits de l'homme. Non, pas 15%, 85%. De violation. 85% de violation. Oui, parce que dans aucun pays au monde, les droits de l'homme ne sont respectés à 100%. Ça n'existe pas. Oui. Ça n'existe pas. Tu as donné tout à l'heure le cas de la France. Oh là, c'est pas parce que... Et ce qui est bon là-bas... Même aux États-Unis, les dernières élections, on en parle. Même vous prenez la race blanche souche qui va tuer tous les jours les Noirs aux États-Unis. Je dis, même quand on entend Trump et parler ou agir, Trump, il est suprématiste. Donc, il montre clairement que les Blancs sont supérieurs et il soutient même les suprématistes. Quand il a été élu, le Ku Klux Klan a défilé en plein jour. Oui. Donc, c'est la violation des droits de l'homme. Oui. Mais cela voudrait dire que ça n'existe à 100% nulle part. C'est pour cela que
au niveau de Amnesty International, nous dénonçons même les États-Unis de violer les droits humains. Oui, vous avez déjà donné votre... Chacun a donné son taux de respect des droits. Les aïeux de Donald Trump faisaient partie de ce clan, Ku Klux Klan. Oui, les Ku Klux Klan, les racistes, les ségrégationnistes. Voilà, lorsqu'on appelle... il y a des baromètres qui sont à la portée de tout un chacun. Il peut tirer ça haut et comme il veut. Les droits de l'homme, c'est tout d'abord la gestion de l'humain, la gestion des finances du pays, la prévision du pays. Comment, durant 50 ans, qu'est-ce que nous avons fait? Il y a la gestion de l'environnement aussi. Ouais, l'environnement, tout cela est dedans. Mais lorsque nous disons au Togo que nous atteignons jusqu'à 10 et autres, 15% et autres, là, c'est pour donner certains critères vis-à-vis du système de gouvernance dans notre pays. D'accord. Bon, profitant de la situation. Nous savions aussi que même... je vais te redonner tout à l'heure la parole. Lorsqu'on recrute les militaires dans ce pays, mais nous n'avons pas des quotas des ethnies. Mais en France, les colonisateurs sont en train de le faire. En Côte d'Ivoire aussi, ça se fait. Mais dans nos pays, ça ne se fait pas. Les recrutements, comment est-ce que ça se fait dans nos pays? Ça aussi, c'est des droits de l'homme. Mais depuis la nuit des temps, regardez sur les fichiers de la fonction publique, vous allez voir que certaines ethnies sont favorisées. Ça aussi, c'est la violation des droits de l'homme. Même on respecte la minorité, le respect des minorités, c'est inscrit au niveau des droits de l'homme. Mais aujourd'hui au Togo, est-ce que nous avons pu faire cela vis-à-vis des recrutements au niveau de la fonction publique, vis-à-vis des recrutements au niveau de l'armée, de la police et de la douane, mais rien n'a été fait. Ma foi, je crois que vous pouvez encore... D'accord. Merci Yves Akesson. Quand tu le dis, ça me fait penser un peu à ce combat du président du MMLK, Pasteur Edo Komi, qui se plaignait du salaire qu'on payait à tous les agents dans la zone franche Sazov. Pour lui, ce sont des violations des droits de l'homme également. Il avait même appelé, vous vous rappelez, l'an dernier, ou c'est cette année, il y a une semaine, donc de cessation des services là-bas. Nous allons parler cette fois-ci des droits de l'homme toujours, et les femmes prennent donc à bras le corps leurs droits. Et hier, on était à Lomé, le chef d'État avait formé des journalistes qui sont venus de la région de la Kara, plateau et puis maritime, sur la lutte pour l'élimination des violences basées sur le genre. Mais quand les femmes en parlent sur le genre, elles insistent beaucoup plus sur les violences faites aux femmes et aux filles. On va écouter la secrétaire générale du chef de DE, Michel Aguet. Aujourd'hui, dans notre pays, nous constatons qu'il y a une recrudescence des violences, surtout les violences sexuelles, le viol, l'inceste et autres. Et cette année, la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles s'est donnée également pour thème de lutter contre le viol. Nous disons que l'un des facteurs qui amène cette recrudescence de ces violences-là, c'est aussi le silence que gardent les victimes ou bien les survivantes autour de ce fléau. Donc il est vraiment important que nous accompagnions les survivantes et les victimes à pouvoir briser le silence, à pouvoir parler et à amener à une prise de conscience des conséquences néfastes qu'ont les violences sexuelles sur les femmes, les filles et sur notre société d'une manière générale. Donc nous disons que les médias constituent un vecteur important pour nous permettre de véhiculer ce message, de pouvoir faire ce travail de sensibilisation, accentuer, renforcer la sensibilisation et porter les messages clés à l'attention du public d'une manière générale. Donc c'est pourquoi nous disons qu'il faut organiser cette activité et à la fin de cette activité que nous ayons des acteurs de médias plus engagés pour pouvoir lutter à nos côtés contre les violences faites aux femmes et aux filles. Donc nous espérons d'une manière générale mettre en place un réseau de médias engagés pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles et la promotion des droits humains d'une manière générale. Pour ce que nous savons, c'est que quand nous parlons des violences sexuelles d'une manière générale, ce qui inclut un certain nombre de violences comme l'inceste, le mariage des enfants et autres, là, au moins environ le tiers des femmes qui sont âgées entre 15 et 49 ans ont déjà eu à subir ces formes de violence-là. Donc il est vraiment important qu'on puisse mener une action pour corriger.
Voilà, la secrétaire générale du GFDD s'est plaint hier pour dire que les journalistes ne font pas la une de leurs journaux des événements comme ça sur le viol par exemple, et ils mettent souvent ces informations dans les dossiers divers. Et elle est offusquée de constater que nous le faisons, nous tous, nous le faisons. Vous ne verrez pas peut-être à la une d'un titre d'un journal, de la presse écrite ou en ligne ou à la radio, Ayabavi qui revient du marché de Elakbonou à Neho, qui se fait attaquer en foin dans les ruelles peut-être de Mélidomé, c'est un exemple, hein, où elle a été violée. Vous n'entendrez pas la sœur Yawa qui revenait du marché de Vaughan, qui a été violée à Sagwakope, ou ma grande sœur Afi qui revenait du marché de Tado ou de Toum, qui a été violée. Je sais pourquoi je donne ces localités. C'est des localités où il y a plus de viols. Vous le savez, au Togo, les statistiques ont montré que dans Vaud, dans Moyen Mono, il y a beaucoup plus de viols là-bas, dans ces secteurs-là. Maintenant, quelle est donc votre réaction? Hier, on a été également assez sidéré de constater que un confrère nous a raconté que l'affaire est encore toute chaude, et que l'autre, il y a un mois, 2 élèves de la seconde ont amené leur camarade fille quelque part. Elle a été suffisamment droguée, elle a été violée donc par les 2 élèves. Lorsque l'effet de la drogue est passé, bien la jeune fille est allée dénoncer. Ben, on dit que dans le cadre du viol, lorsque vous êtes violé, il faut que vous dénonciez à la police ou à la gendarmerie dans les 72 heures. Mais après, on n'a pas donc de preuves tangibles au niveau. Donc, non, je sais oui, pas, vous savez, c'est ce que je suis en train de dire. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Alors, on estime que lorsque vous y allez, pendant que vous avez été violé, vous avez été donc vu, ramassé, n'allez pas donc quelque part d'abord aller directement à l'hôpital. Pendant que vous êtes à l'hôpital, quand le médecin constate le viol, peut-être avec le rapport du médecin, la nuit là ou le lendemain, vous allez à la police ou à la gendarmerie, c'est beaucoup plus facile donc de mettre la main. Maintenant, il se trouve selon le confrère que un des garçons est le fiston donc d'un douanier. On ne sait pas comment ils se sont arrangés. Et puis, les enfants ont été libérés. Ils viennent, ils narguent la jeune fille encore une fois. La jeune fille qui a pris honte, vous savez, quand il y a viol, la jeune fille refuse de retourner à l'école. Elle est à la maison, etc. Comme ça, très pitoyablement, dans cette situation. Je crois que nous, les hommes également, nous devons intervenir, nous les journalistes aussi, pour arrêter ces violences faites aux femmes. Cher confrère Khodonou Saïd. Bon, par rapport à ce que tu viens de dire, je ne sais pas s'il existe un délai de prescription pour le viol. Je ne suis pas sûr. Nous savons que c'est un crime, certes. Oui, je ne sais pas. De 5 à 10 ans. Puisse exister un délai de prescription. Maintenant, par rapport oui, s'il n'y a pas de délai de prescription, ça veut dire que selon Madame Michel Aguet, il faut apporter la preuve. Oui, il faut apporter la preuve. Tant qu'il n'y a pas de preuve, il faut apporter la preuve. Il faut apporter la preuve. Tout d'abord, vous savez, tu sais que tu peux violer ta femme au foyer. Ils l'ont dit. Et alors? Ah oui. Quand la femme ne veut pas coucher avec toi et que tu la forces, tu l'obliges à le faire comme sa volonté, c'est aussi un viol. Alors, que la femme apporte les preuves à l'hôpital. Ah ben. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous n'allons pas voir selon nos couches sociales. Et c'est pourquoi nous disons tout à l'heure qu'il n'y a pas respect des droits de l'homme au Togo. Entre nous, il y a ce que, bon, entre individus, on ne parle pas de violation quand même, mais c'est comme c'est donc des infractions, oui, des infractions. Qui connaissent aux droits de l'homme. Et vous voyez que on parle d'abus. Ah oui, voilà. Vous voyez que entre nous, parce que le jeune garçon, son papa est douanier, donc il faut se permettre de faire quoi? Ainsi va la République. Parce qu'on vous dira, ceux qui sont au sommet ne respectent rien, donc nous on s'en fout, on a de l'argent. Si vous voulez, on va aller corrompre les juges, on va aller corrompre la police, tout ça, là, c'est ça le problème. Mais quand on me parle de délai de prescription, je ne crois pas qu'il existe de délai de prescription pour le viol. Maintenant, c'est pour préserver les preuves. Voilà, en ce qui concerne, comment appelle-t-on, l'accusation à l'endroit des journalistes, je crois que le GFDD dispose d'une cellule de communication. Tout à fait. Et il va falloir que cette cellule de communication, même parmi les journalistes, même si les hommes ne peuvent pas le faire, il existe beaucoup de nos consoeurs aujourd'hui qui sont là. On peut les aborder, on peut les former en ce sens. Qu'est-ce que le GFDD même, ou bien ces associations qui disent qu'ils défendent ces droits, qu'est-ce qu'elles-mêmes font pour que les journalistes puissent s'approprier de cette histoire de sensibilisation en ce sens, parler de viol, tout ça là. Il va falloir, ne serait-ce qu'au moins,
répertorier les consoeurs journalistes et les former par région. Et au moins leur dire, voilà, nous voulons créer, au moins sur 3 ans, on peut créer un projet. Hein. Ils ont même dit qu'ils ont l'intention de créer un réseau, de voilà, mettre on peut créer un projet à travers un réseau de 2-3 ans. Et, par exemple, on prend une région cible pour voir l'expérience, faire une petite expérience et voir les résultats que ça va donner. Bon, en tout cas, la préfecture de Lac est devenue une préfecture cible. C'est facile d'accuser les gens, mais je dis, le journaliste, de la manière dont il est traité dans son métier aussi, il va se permettre. Le journaliste veut bien peut-être mettre à la une un viol ou un abus sexuel. Il faut avoir les preuves. Non, pour un abus sexuel, peut-être vous l'avez révélé, tout est fait, peut-être à Vaughan ou à Clacou, mais il se trouve que votre rédacteur ancien, votre directeur de publication dit mais ce n'est pas vendable. Que ça n'est pas vendable. Ça n'apporte rien à la rédaction ni à la structure. Bon, donc c'est ça le problème. Donc, il y a des pesanteurs, mais on doit travailler. Il va falloir que la cellule de communication de ces associations-là aussi s'y mette pour aider les journalistes à les aider. D'accord. Mais je vous donne la parole, soyez en crainte. Yves Kesson, parce que je sais que c'est traditionnel avant tout. Mais, il y a également cette histoire qui a circulé au Togo, qui a été encore révélée hier. Un monsieur donc, qui va chez sa femme, qui est une domestique dans une maison. Les 2 patrons sont sortis. La domestique a déposé ou a donné l'enfant de 2 ans à son mari. Tiens-moi l'enfant, je vais aller balayer dans la chambre de mon patron. Le temps de revenir, il met son sexe dans la bouche du petit. Le monsieur? Oui, le monsieur. Donc, au finish, vous comprenez. Donc, il éjacule dans la bouche de l'enfant. Et c'est au retour de sa maman que, pendant que l'enfant tétait, il se rendait compte que l'enfant était étouffé, en fait. Donc, il a vomi. On s'est rendu compte que l'enfant a vomi. On est allé analyser. Vous savez, les riches, ils ont fait rapidement les analyses. On s'est rendu compte que c'est les super. On a remonté les informations et on s'est rendu compte que c'est le monsieur qui a fait. Après, il dit qu'il ne sait pas ce qu'il a pris. Mais quand même, il est au youf, quand même. Il est au youf. Voilà, autant d'abus sur les enfants, c'est l'infanticide. Et ça, c'est... comment ils appellent ça? La pédophilie. La pédophilie, merci pour l'expression. Vous saviez, c'est des choses... Et généralement, quand cela arrive dans nos sociétés, si on se connaît, même les chefs traditionnels disent, bon, ok, on va étouffer l'affaire, on arrange ça, on ne va pas à la police, on ne va pas à la gendarmerie, on ne va pas au tribunal. Et ce qui fait que la chaîne est donc maintenue. L'expression consacrée, c'est que Mitati en mia la home là. Voilà. Vous saviez, ça peut se passer partout ailleurs, hein. Mais spécialement dans certains contrées, ça ne peut pas se passer. Parce que, particulièrement chez nous, c'est une femme. Elle a déjà l'autorité de protéger ses sœurs et autres là. Donc, je ne crois pas que ça se passe, surtout dans la ville d'Aného ici. Peut-être c'est dans les contrées là. Cette histoire, c'est à Lomé. C'est à Lomé. Ah, mais ça dépend. Aujourd'hui, je vous dis que nous n'avons pas de droit de l'homme dans notre pays. Voilà quelqu'un qui a commis ces abus, mais son papa appelle, peut-être c'est un colonel, il appelle le juge. Qu'est-ce que le juge peut faire? Il ne peut rien faire. Le droit n'a plus le droit de citer dans ces cas-là. Donc c'est pour cela que nous devons repenser à tout ce que notre société est aujourd'hui. Nous avons des jeunes bardés de diplômes qui sont des juges, des avocats et autres là, mais lorsque l'argent parle, c'est fini, ou bien les influences de certains politiciens. C'est mon petit frère, donc après tu viens me voir. Qu'est-ce que tu peux dire? Le droit, en fait, le problème a été évoqué hier à la formation. C'était Yves était Justin Ani, et c'est là où le rôle du journaliste devient très prépondérant dans cette affaire. Le journaliste va dénoncer maintenant. Oui, est-ce que le journaliste même est conscient de dénoncer? Est-ce qu'il connaît même son métier? C'est ce qui m'intrigue aujourd'hui. Je me demande même si je devais encore continuer par exercer ce boulot. Parce qu'on est tellement envahi des gens que finalement on se pose deux questions, s'ils sont des journalistes ou bien s'ils sont des défenseurs d'un camp politique. Des journalistes, il y en a, mais maintenant il y a aussi l'atmosphère socio-politique dans laquelle les journalistes vivent. Hein. Et économique. Vous sortez, vous dénoncez et puis vous recevez vous aussi des menaces, comme il a dit. Moi, je ne vais pas vous dire ce que moi j'ai vécu dans ma vie. Depuis la radio Isolé jusqu'à, c'est pas la radio. Les gens des FM. Les gens des FM. Depuis Cocody News, lorsque j'étais au niveau de la presse écrite, et Cocody News, radio Isolé, les gens. Je ne vais pas vous le dire. Moi, j'ai fait arrêter un officier un jour. Alors, c'est parce que j'ai appris l'information, je suis rentré dans l'investigation, j'ai rendu que réellement le monsieur
a abusé sexuellement d'une fillette de 12 ans qui faisait la classe de CM2. Et très rapidement, il voulait étouffer l'affaire. C'est le cas d'un film qui nous ont passé hier, une fillette de 12 ans qui a été violée, qui est la fille d'un chef de village de Mango, qui a été violée par le premier notable du chef. Voilà, donc il y a une femme parajuriste là-bas qui voulait aller dénoncer. Le chef dit non, on va régler ça à l'amiable. Finalement, la fille a pris honte et elle a fui le village. À l'époque, on a passé par tous les moyens pour me corrompre, j'ai refusé. Le lendemain, le monsieur a été arrêté. Maintenant, c'est le CB qui a voulu prendre le devant. Rapidement, j'ai dénoncé au niveau de la radio. Ce sont ces supérieurs qui ont commencé par appeler. Maintenant, ils viennent me voir pour dire qu'on va régler ça à l'amiable. Non, ce que j'aimerais dire dans cette histoire-là, c'est vraiment fondamental. La première question, combien de fois le GF2D a animé des émissions interactives sur le sujet? Parce que les radios communautaires, les radios privées sont maintenant pleines. C'est ce qu'ils nous demandent au fait. Voilà, nous, journalistes, on peut-être, comme le sujet est là, tel que je l'ai évoqué, si c'était une émission interactive, on verrait la réaction des gens. Voilà, une émission interactive, on invite les premiers responsables du GFDD de venir en parler. Il serait que 2 fois dans le mois. C'est payant contre combien? Là n'est pas le débat. Le journaliste aussi qui est spécialisé dans le domaine, comment le motiver? Là n'est pas le débat. Ça c'est la première observation. La deuxième observation, c'est quoi? Dans nos contrées, dans nos milieux traditionnels coutumiers, il est dit qu'il est difficile pour la femme de dire qu'on m'a violé. Oui. Et c'est pourquoi elle disait dans son interview qu'il faudrait que les femmes survivantes de viol parviennent à c'est dénoncer. Le pourquoi le législateur a prévu que si d'aventure quelqu'un est violé aujourd'hui, parce que la personne est mineure, ou pour des contraintes, elle n'a pas pu elle n'a pas pu dénoncer son bourreau. Et qu'arrivé à un moment, lorsqu'elle se présente devant, soit une police judiciaire, un magistrat ou un juge, là on ouvre ce qu'on appelle l'information. L'information maintenant persiste à remonter la piste pour dire est-ce que ce que la personne dit est en train de déclarer là est vrai. Puisque quelqu'un qui se présente, c'est une femme qui se présente et dit... le temps des prescriptions que dénonce en réalité, au niveau des crimes, il n'y a pas un temps. Quelqu'un qui a commis des assassinats aujourd'hui, tôt ou tard sera rattrapé. Ceux qui ont tué en 2005, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est fini. Je crois que les auditeurs doivent savoir que le viol est sévèrement puni par le nouveau code pénal du Togo. C'est un crime. De 5, on a criminalisé, de 5 à 10 ans. Maintenant, s'il y a transmission du VIH-Sida, ça fait de 10 à 20 ans. Oui. Avec des amendes. Le viol, attention. Même la femme chez qui tu vis chaque fois, vous êtes ensemble. Il faudrait que les femmes comprennent que c'est dans l'autre sens aussi. Oui, Tony, c'est pas seulement les femmes qui sont violées. Hein. Oui, il y a des femmes qui se violent les hommes. Oui, c'est ce que il y a ça aussi. Mais mieux, il y a des femmes auprès de qui on est venu déposer le cousin, le neveu. Tu trouves le neveu beau, tu demandes qu'il fasse l'amour avec toi tout le temps quand l'enfant est gêné. Dans tout si on dénonce, madame, vous irez en prison. Dans tout cela, il y a même l'inceste. Oui, c'est l'inceste. C'est un ensemble. Donc, le viol, par définition, c'est le rapport sexuel non consentant. Donc, la personne peut être ta soeur, ta tante, ta femme, c'est pas... Peu importe. Lorsque tu as commis l'acte sexuel non consentant, donc automatiquement tu es puni. Donc, je pense que c'est un travail de fond qui doit se faire. Et c'est difficile également dans nos milieux d'en parler. Selon les psychologues aussi, il faut des preuves, comme je disais en tête. Non consentant, certes, mais peut-être vous avez forcé la dame. On a des traces. C'est ça que je vous dis que le législateur a prévu ça. C'est-à-dire, c'est difficile pour la femme de se présenter devant quelqu'un pour dire, tu me vois là, moi madame, mon mari m'a violé. Ou voilà, moi je passais, il y a un monsieur dans le monde qui m'a violé. C'est difficile pour les femmes. Du monde, hein. Parce que rappelez-vous des États-Unis, quand Trump est arrivé, c'est maintenant qu'elles sortent de l'autre coin du quartier, de l'autre ville, etc. pour dire, oui, parce qu'une femme a osé dénoncer, d'autres ont commencé par suivre le mouvement. Ah oui, c'est comme ça. Et vous connaissez cette histoire comment on appelle l'artiste américain là, qui est décédé, Michael Jackson. Il a eu à organiser un concert en Italie par après. Mais il y a une dame qui est sortie des années plus tard pour dire, mais dans telle période, j'étais sa chambre d'hôtel. Femme de chambre, merci beaucoup. Mais tu sais, pour les Américains, parfois, non, c'est là où il faut remonter toujours l'information. Je n'y crois même pas. Non, attends, les juges sont formés pour ça. Hein. Généralement, les Américaines s'en prennent au stars. Parce qu'on ouvre l'information. C'est pour ça que Tyson. Dans ton entourage, est-ce que réellement, dans telle période, tu as vécu là? Est-ce que dans telle période, le monsieur t'a approché? Tout ça, on remonte l'information. Et des résultats ont montré par un moment qu'il y a des femmes qui ont voulu tout simplement se tirer de l'argent
auprès de certains hommes qui sont rigissimes et par après, elles ont été arrêtées. Donc je pense que c'est une question qui est tellement fondamentale. Il faut bien fouiller. À laquelle il faut quand même fouiller, et non seulement ça, et en parler et expliquer aux gens que lorsqu'il y a viol, il ne faut pas peur, il faut aller dénoncer. Et ne pas négocier ça de façon à l'amiable. Félix de Samy. Oui, merci. Merci beaucoup, Justin. Moi, je crois que GF2D a beaucoup rétréci le débat en affirmant juste ou en cernant la question de violence faite aux femmes, au viol. Non, en fait, oui. C'est les violences faites aux femmes. Non, c'est... Mais c'est ce que tu avais dit. C'est sur quel thème vous avez vu? C'est la thématique ou bien c'est moi qui me trompe? Non, ce n'est pas la thématique. Elles ont particularité, certes, mais il y a un thème global. Vous me permettez que je me retrouve les violences basées sur le genre. Voilà. Les violences basées sur le genre. Donc c'est pourquoi on disait en tout temps que c'est dans les deux sens. Voilà. Il y a maintenant les hommes qui sont violés, les femmes aussi qui sont violées. Tout à fait. Et dans ce cas, nous on peut porter plainte. Oui, bien sûr. J'en ai été victime. Et les peines sont identiques. Voilà. Et merci beaucoup. Et moi je crois que si le problème se pose ainsi, c'est par rapport d'abord à notre culture. Vous savez, parler du sexe en Afrique est tabou. Voilà. Et j'ai suivi hier une dame sur TV5 qui expliquait que elle est marocaine et au Maroc, il n'y a même pas un terme pour parler, par exemple, du sexe féminin. Hein, pour le désigner? Pour le désigner. Wow. C'est que c'est tellement caché, quoi. C'est tellement caché qu'on n'en parle pas. Non, pardon. Oui. C'est bien vrai. Tu nous as dit tout à l'heure que pendant longtemps, beaucoup de choses étaient tabous. Mais on ne va pas garder sur tes tabous ici. Non, je suis en train... C'est comme, par exemple, on dit en français le vagin. Oui. Donc, au Maroc, il n'y a pas de thème pour désigner le vagin. Pour désigner, c'est-à-dire, voilà, pour désigner vagin. C'est-à-dire, il y a... c'est comme chez nous. Et au lieu de dire vagin, on dit nous vimé. Voilà. Hein? Même pour elle, c'est encore plus caché. Hein? On utilise des euphémismes. Hein? Pour ne pas choquer. Et pour parler de ça en général, même en famille, et comme chez les Arabes, comme chez nous, Africains aussi, Noirs, on ne veut pas en parler. Les Européens en parlent facilement. Vous savez, c'est très facile pour un blanc et européen de s'embrasser dans la rue, sans gêner personne. Mais c'est très difficile pour un Noir de s'embrasser dans la rue. Mais aujourd'hui, ça arrive. Je dis... que cela est en train de... Je parle de la culture. Voilà. Donc, notre culture ne nous permet pas de faire ça. Mais j'étais à Accra un jour avec un ami, Wadja, et avec certains aussi, dans l'exercice de la formation en archéologie. Et deux camarades d'université, étudiantes et étudiants se promenaient la main dans la main. Et on a dit, attention, ne faites pas ça. Parce que, attention, on va dire que c'est vous salissez. Hein, ça, c'est comme des gens qui sont en train de bafouer les mœurs de la région de la Cara. Vous bafouez les mœurs et en même temps... Vous êtes en train de montrer l'exemple comme ça. Non. Vous salissez la culture du milieu et vous faites rejaillir le malheur sur la ville. Sur toute la communauté. Toute la communauté. Donc, tout ce qui est juste, ils se tiennent la main et ils causaient. Bras dessous. Bras dessous, comme ça, en ami. Je dis, c'est notre culture. C'est très difficile. Je ne sais pas si, je parle des années 90, je ne sais pas si maintenant, ça va mieux. Bien. Maintenant, va à Cara, tu verras. Hein. Bien. Autour du palais. Maintenant, ça a évolué. Bon, maintenant... Ça a évolué à Cara. Beaucoup. Ça a beaucoup évolué. Territoire, hein? Non, ça a évolué. Si c'est dans ce domaine-là, ça a évolué. Bon. Il y a des domaines où rien n'a évolué là-bas. Bon, d'accord. Donc, voyez-vous, et dans nos milieux ici, hein, et au sud du Togo, pays Guin, pays Ouachi, et le viol culturellement est organisé. Hein? On dit par exemple au Soaméakon. Voilà, c'est-à-dire que on peut organiser un rap pour te prendre et t'épouser de force. Donc c'est une violence, le mariage forcé. Voilà, une violence également. Donc non, c'est pour dire que oui. c'est pour montrer que tu es garçon.
Tu es garçon, tu as la force physique. Tu as réussi à l'avoir. Tu as réussi à l'avoir. Et au sein de la communauté, tu es un exemple, un héros. Voilà. Tu vois. Et comment voulez-vous que déjà aille dénoncer encore cela? Non, si c'est ancré dans notre culture. Non, je crois que pas seulement dans la culture. Philippe Savi, ça se passe au Togo. Tout ce que vous dites, vous avez raison. Toute l'Afrique noire, c'est comme ça. Vous savez, ça se passe au Togo. S'il vous plaît. Au Bénin aussi, ça se passe. Vous permettez, s'il vous plaît. Mieux, ce que dit Philippe Savi, mieux, les femmes même participent à la violence faite à leurs camarades femmes. Les premières personnes qui violent les droits des femmes, c'est les femmes elles-mêmes. Le mariage. Puisque c'est la tante qui va amener la fille dans la chambre du garçon. La tante dit, tu vois, quand tu vas chez ton mari, il faut le respecter. Dès lors que tu trouves quelque chose à t'habiller, des pailles, quand tu trouves à manger, soumets-toi à la femme. La soumission. Oui, on a fait de la soumission. Donc, ça veut dire que dans la tête de tantes, on est en train de former nos filles, on forge leur mentalité à la soumission. Tony, donc c'est un peu une violation. J'ai encore la parole. Oui, mais pour encore 30 secondes. Non, c'est moi qui ai parlé peu. J'ai seulement dit 2 mots et vous commentez toujours. C'est le débat. Puisque tu mets un grain de sel, c'est bien. Alors, ce qui est encore plus important, et il faut faire attention. Au niveau des droits humains, nous voyons beaucoup de filles qui mentent et qui envoient des gens en prison. J'en ai vu plein à la prison civile de Zébé. Parce que, justement, c'est difficile pour déceler le vrai du faux. Et pour ne pas laisser, disons, un garçon ou un homme libre, parce que la fille l'a dit que voilà, il m'a violé, alors ça devient, disons, très difficile pour le juge de savoir exactement ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce que le juge fait? Le juge met d'abord en prison, et met en prison le suspect. Le suspect, dans l'idée de continuer l'enquête. Et en faisant ainsi, le suspect là peut être resté en prison pendant 3-6 mois. J'ai vu des cas où le gars restait en prison plus d'1 an. Alors qu'il n'a rien fait. C'est parce que la fille voudrait que le garçon, l'homme, couche avec elle. Le gars a refusé. Et elle a monté un scénario pour dire voilà que mon papa là, il m'a violé. Surtout si la fille est mineure. C'est encore plus grave. C'est des cas qui font monnaie courante. Voilà. Donc, elle a monté. Mais le temps qu'on fait des enquêtes et qu'on sort, et pour qu'on puisse savoir exactement, c'est déjà trop tard. Le gars a fait plus d'1 an en prison. On l'a laissé, mais beaucoup d'eau a déjà coulé sur le pont. Voilà, ça veut dire que certaines femmes peuvent abuser pour aller tromper la vigilance des forces de la sécurité, de la communauté. D'où l'exigence des preuves. Merci de me rejoindre sur ce plan. Allez, mais on va évoluer. Merci infiniment. Vous avez donc traité ce sujet comme si vous étiez encore... En fait, c'est donc dans votre habitude. Allez.